Divorce, est-ce que c'est un sujet de liberté publique ou de liberté privée? La famille s'est contractée sur la sphère privée. Elle s'est contractée sur le couple. On parle de famille nucléaire. Je rappelle que la dernière étude sur la famille menée par le Haut Commissariat au Plan date de 1995, donc 30 ans après. Les communautés, les familles, les individus et les sociétés en général adaptent les préceptes religieux à la manière dont ils vivent. L'individualisme et l'individualité reconnus dans notre société fait qu'aussi on ne projette pas forcément de se marier comme l'ont fait nos aînés. Voilà, il manque une maturité, c'est-à-dire que ce changement, ce n'est pas un changement qui est arrivé par une volonté politique. Un peu comme des ingénieurs, on fait un plan, on se marie, on fera 2 enfants, le 17 septembre. On est sur 200 000 mariages par an et sur un peu plus de 60-65 000 divorces par an également. On n'a pas donné suffisamment d'importance à ce rapport qui est sorti dans les médias. Enfin, on a un peu parlé, ça rejoint ce que je disais dans mon analyse, que lorsque j'ai enquêté sur la famille marocaine, quand on interviewe les gens, l'intimité, c'est très dur de parler de l'intimité. 7e sens, votre format de débat dédié à donner du sens au sens avec le professeur Mehdi Aliwa. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Rachid. Je rappelle que vous êtes sociologue à l'Université internationale de Rabat, l'IUIR. On va revenir avec vous en long, en large et en travers, avec un regard sociologique posé, à plusieurs niveaux d'ailleurs, à plusieurs étages, sur les résultats de l'enquête de la famille 2025, réalisée par le Haut Commissariat au Plan. Et avec comme titre global, en tout cas, de cette émission de débat 7e sens avec vous, divorce, est-ce que c'est un sujet de liberté publique ou de liberté privée? Point d'interrogation avant de rentrer dans l'analyse sociologique des différentes données qui ressortent de ce rapport-là. Est-ce que déjà dans un premier temps, il m'a paru pertinent de poser tout d'abord et d'avoir une réflexion et voir votre lecture sociologique sur est-ce qu'effectivement divorcer aujourd'hui en 2025, plutôt en 2026 même, est-ce que ça ressort du privé, du liberté privée ou publique? Alors, en fait, c'est bien sûr une liberté privée, même s'il y a une dimension publique, puisque ça fait partie d'un droit. Mais la question qui se pose, c'est surtout que comme la forme familiale des Marocains a changé, et on en avait tout un ensemble d'indicateurs, et aujourd'hui, cette enquête nationale sur la famille marocaine contemporaine nous montre à quel point ces indicateurs étaient justes. C'est que la famille s'est contractée sur la sphère privée. Elle s'est contractée sur le couple. On parle de famille nucléaire. Je pense dominante, que le terme, c'est ça, c'est-à-dire 2 parents et parfois 1 ou 2 enfants. Mais on est dans une décohabitation intergénérationnelle. La majorité des familles, des ménages qui ont été enquêtés montrent qu'ils vivent en fait autour du couple, des parents, quand les enfants sont là ou avec les enfants, mais on ne vit plus avec les ascendants, les grands-parents, les tantes, les oncles. Et donc, ça fait une forme de privatisation de la famille. Quand on se centre sur le couple, qu'on devient une famille nucléaire, on se centre sur soi et ses enfants par la suite, lorsqu'il y a enfants, et il y a peu d'enfants. Donc, en tout cas, de moins en moins. De moins en moins. Donc, du coup, il y a une privatisation dans ce sens où il y a, comme ça, une contraction sur l'espace familial qui devient un espace privé. Et donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on a oublié, c'est que dans les années 2000, on s'était jamais autant marié au Maroc. Le nombre de mariages avait explosé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la forme qui précédait, c'est une forme qu'on appelle famille communautaire traditionnelle, qui est une famille élargie dans laquelle il y a une cohabitation non seulement intergénérationnelle, mais aussi avec les oncles, les tantes, les cousins parfois, et tout le monde ne se marie pas. Et donc, on vit ensemble et tout le monde s'occupe plus ou moins des enfants. Et donc, dans cette famille-là, effectivement, chaque phénomène individuel ou privé devient public, puisque ça ressemble plus à un clan, d'une certaine manière familiale, que à la famille nucléaire que l'on connaît, dont la forme a commencé il y a une 60aine d'années et qui devenait assez clair qu'elle était dominante au début des années 2000. Mais aujourd'hui, grâce au HCP et à cette enquête, on a les éléments définitifs. Archi dominante. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, en 30 ans, parce que je rappelle que la dernière étude sur la famille menée par le Haut Commissariat au Plan date de 1995, donc 30 ans après, est-ce que vous dites qu'il y avait ces réalités qui sont confirmées aujourd'hui grâce aux données de cette enquête? Est-ce que ça veut dire qu'en fait, on est l'ancien modèle de structure et des cellules familiales est totalement mort, est totalement disparu aujourd'hui, et qu'effectivement on est dans une nouvelle ère aujourd'hui de structure familiale dans notre pays?
Alors, il n'est pas mort parce que ça représente quand même plus de 25% encore des ménages, donc ça a une réalité, et aussi ça reste dans nos mémoires, ça reste dans une société en transformation. Les dynamiques sociales que les Marocains eux-mêmes en fait ont engendrées et subies en même temps sont toujours ambivalentes, parce que d'un côté on déclare des valeurs, on renvoie vers des imaginaires, des souvenirs, une certaine forme familiale, mais d'un autre côté on a des pratiques qui ne sont pas complètement en accord avec ces valeurs et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc non seulement dans les imaginaires, elle n'a pas disparu, mais de fait aussi, statistiquement, sur l'ensemble du territoire national, on a un nombre important de personnes qui sont encore dans l'ancienne famille. Et ce 25%, il va résister encore longtemps ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement on va rapidement atteindre pas les 100%, mais pas loin, d'ici peut-être une projection sur 10 ans maximum, selon... Non, pas 100%, mais on va dépasser les 87, 88, on va s'approcher des 90%. Oui, très rapidement. Plutôt une bonne nouvelle, ça, quand on est sociologue comme vous, on s'est dit, voilà, la modernité économique, la modernité politique, en matière de politique publique et de gouvernance, est-ce que là, on est face en fait, on est fait miroir face à une modernisation sociale et sociétale, qu'on le veuille ou non, qui est là et qui est en train de s'installer et qui pourrait s'installer durablement d'ailleurs. Oui, elle va s'installer durablement, sauf cataclysme, une catastrophe qui obligerait à réinventer une forme, durablement jusqu'à la prochaine forme, mais ça va prendre de nombreuses générations. Ce n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, en fait, sociologiquement. Après, on peut avoir des avis politiques, moraux aussi, d'une certaine manière, parce qu'on est un peu dans des religieux idéaux. aussi. Il y a une dimension religieuse aussi, en termes de grille de lecture. C'est compliqué, parce qu'en fait, la religion aussi, elle s'adapte. Enfin, on adapte plutôt les communautés, les familles, les individus et les sociétés en général adaptent les préceptes religieux à la manière dont ils vivent. Donc ils n'arrivent jamais complètement à être en adéquation, mais il y a une forme d'adaptation. Donc on fait passer certaines choses aujourd'hui pour la tradition islamique alors que ça n'en est pas, mais c'est commun, enfin c'est commun dans toutes les sociétés du monde. Donc c'est pas forcément une question de bon ou mauvais, c'est une réalité sociale qui est liée au fait que nous soyons devenus une société composée d'individus, puisque nous sommes une société de citoyens avec des libertés civiles, des libertés politiques, avec des droits sociaux. Donc c'est la modernité, la modernisation de l'État en fait dans son ensemble. Oui, et c'est aussi l'école publique, et notamment la massification de l'école. Et n'oublions pas, ce sont des écoles libres, gratuites, et surtout des écoles mixtes. C'est-à-dire, on a les filles et les garçons qui vont à l'école, et lorsqu'on amène toute une génération d'âge jusqu'au lycée, voire une grande partie jusqu'au bac, et en plus avec des taux de réussite au bac beaucoup plus importants qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on a comme ça, dans une société, une transformation majeure. Les enfants ont appris à grandir avec d'autres enfants qui ne sont pas ceux de leur famille ou de leur clan, mais qui sont leurs camarades de classe, et ça, c'est complètement nouveau. Autre data qui est donnée, qui est ressortie, qui a été pas mal commentée d'ailleurs, il continue à l'être sur les réseaux sociaux, c'est ce chiffre, plus de 50% de personnes sondées. Je rappelle que cette enquête de la famille menée par le HCP s'est faite autour de 14 000 personnes qui ont été sondées à travers le pays, dans différentes régions. Plus d'un sur deux sondés, garçons ou filles, d'ailleurs, a déclaré ne pas envisager de se marier. Alors ça, et de pas, en fait, en termes de projection, de pas d'union sacrée autour du mariage. Est-ce que pour vous, c'est aussi la continuité, oui, et l'expression en fait de cette société qui se modernise, de cet État qui se modernise aussi, et que du coup, effectivement, l'individualisme et l'individualité reconnue dans notre société fait qu'aussi, on projette pas forcément de se marier comme l'ont fait nos aînés. Oui, alors pas forcément lié forcément à la modernité, parce que le mot modernité, c'est un mot valise, on y met beaucoup de choses. Pour parler en langage sociologique, il s'agit en fait d'une individuation des rapports sociaux, c'est-à-dire que ce qui était lié à des rapports collectifs, de classe, de genre, mais aussi de région, ou on pourrait dire même dans notre pays, région, on pourrait presque remplacer par ethnique, la question rural-urbain, mais la question de la mazérité, de l'arabité, toutes ces choses-là, en fait, se sont individualisées. On a toujours, bien sûr, des phénomènes sociétaux, on a toujours une société qui est organisée et hiérarchisée, il y a toujours des rapports sociaux, mais on a de plus en plus d'individuation, ou d'un processus où on devient des individus. Quand j'ai parlé de l'école, on est évalué comme individu, on peut prendre le travail, qu'on soit salarié déclaré ou pas, c'est en tant qu'individu
l'individu qu'on touche le salaire, on n'envoie pas le salaire à la famille ou au clan, donc enfin le patron en tout cas. Donc on est dans des rapports, la justice, pareil. Et donc c'est ça, ce que certains appellent modernité. Je ne sais pas si le mot est juste, mais c'est ça ce qui a transformé. C'est maturité. Est-ce que Valeur aujourd'hui, en tant que sociologue, Mehdi Ailioua, effectivement, de se dire aujourd'hui, mais on a des individus qui sont beaucoup plus individus, pas forcément individuels, mais en tout cas plus individus et plus matures, et que du coup... Non, c'est là où le bas blesse. On n'est pas assez mature. Les choses sont allées trop vite. Voilà, il manque une maturité, c'est-à-dire que ce changement, c'est pas un changement qui est arrivé par une volonté politique. D'ailleurs, c'est très peu, pour l'instant en tout cas, très peu commenté par les partis politiques. Très peu de commentaires. C'est assez. Alors que ça devrait être au centre. En fait, la famille, c'est le socle de. C'est la première, ce qu'on appelle la socialisation primaire. C'est l'espace dans lequel. S'il n'y a pas de commentaires politiques justement là-dessus, parce qu'il n'y a pas de maturité. Par rapport aux décideurs politiques, est-ce que ça traduit en fait le fait que le politique ne s'est jamais réellement intéressé aux politiques familiales, à la famille, et que du coup, même si effectivement le HCP a rendu public cette étude et cette enquête avec beaucoup de données très pertinentes, le politique se dit mais moi de toute façon j'ai jamais été en charge de la famille, réellement, ça n'a jamais été un sujet, en tout cas, qui était prioritaire. Si, parce que le ministère de la Famille a toujours été un ministère sorti des urnes, enfin majoritairement dans le temps politique du Maroc, pas tout le temps, mais ça a souvent été un ou une ministre qui était issu des élections à la députation. Avec le budget le plus faible de l'exécutif. Quand on regarde sur les 4 derniers gouvernements, le budget de la famille, alloué à la famille, a toujours été le budget le plus faible. Oui, et c'est un vrai problème, mais ici, c'est pas la question de la faute des partis politiques, entre guillemets, si faute il y a, c'est la société dans son ensemble qui ne débat pas de manière complètement consciente de la transformation que chaque membre de la société a entraîné par ses comportements. Et donc on n'a pas de recul parce qu'il y a une sorte de tabou. Donc pour répondre à la question initiale, par exemple sur la liberté publique ou privée pour le divorce, c'est pareil. On parle de divorce, on parle de ces choses-là, mais ce n'est pas un débat de fond et on n'a pas des positions, on va dire, moraux-idéologiques. On n'a pas fait le projet de société politiquement et même philosophiquement de passer à la famille conjugale, ou on appelle ça la famille nucléaire. C'est en fait, ça s'est fait. Et ça s'est fait, c'est-à-dire avec nous, sans nous, ça s'est fait. Ça s'est fait. Et chacun le constate en fait à son niveau, mais n'a pas forcément cette profondeur d'esprit pour s'amener une réflexion personnelle. Non, les gens ont la profondeur d'esprit pour le faire, mais c'est comme une sorte de déni. Si j'étais psychanalyste, je dirais qu'il y a une forme de déni. En fait, ce qu'on est en train de vivre, ça s'appelle une révolution. Dans d'autres pays, on appelait ça une révolution sexuelle, parce que c'est la question de la sexualité qui est impactée, parce que faire famille et faire des enfants, c'est évidemment lié à la sexualité. Et cette question-là, la question des rapports hommes-femmes, la question de la place des femmes dans la famille, la question de la conjugalité, la question de l'amour, la question de comment on rencontre son conjoint, de la drague, comme on pourrait dire, la question aussi de la sexualité a été complètement balayée dans les années post-indépendance, alors que dans la tradition arabe, on a des poèmes, on a même des mystiques religieux qui parlent de sexualité. On a mis ça de côté, pas à 100%, mais de manière très forte, où d'un coup, on fait les choses sans y penser, un peu comme des ingénieurs. On fait un plan, on se marie, on fera 2 enfants, 7 le 17 septembre. Enfin, tout est programmé. Tout est programmé et on n'a pas de discussion. Donc c'est pour ça qu'on s'est beaucoup marié, parce qu'on était attirés pour faire sa vie, pour vivre sa vie, comme on dit en Darija. Par le mariage. On doit partir de chez soi, avoir le mariage, faire sa propre cellule familiale. Et donc, c'est devenu la norme. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir les moyens d'avoir un chez soi, les moyens de se marier. On veut faire moins d'enfants et on veut choisir à quel moment on fait ses enfants et on veut choisir ses prénoms. Donc, on a eu une diversification des prénoms marocains. C'est assez extraordinaire à la vitesse à laquelle ça allait. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur avait longtemps une fiche de prénoms autorisés, pas autorisés. Bon, heureusement, ça n'a pas tenu, cette affaire-là. Ils l'ont enlevé parce qu'en fait, les gens se mettaient à ramener des prénoms d'un peu partout. Parce qu'en fait, donc on voit que il y a eu un bouillonnement sociétal assez extraordinaire ces 20 dernières années. Mais sans mouvement social de fond, à part les féministes qui ont quand même amené des choses, on n'a pas eu vraiment une société qui a vraiment maturé cette transformation. Pourtant, on l'a appliqué dans nos quotidiens, ce qui crée des couacs, des ambivalences, des conflits. En tout cas, ce qui cristallise très souvent le débat ou les débats, essentiellement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est lorsqu'il y a de la data sur le nombre de mariages chaque année et le nombre de divorces. On voit bien que grosso modo,
à la louche, on est sur 200 000 mariages par an et sur un peu plus de 60-65 000 divorces par an également. Oui. Donc le gap est en train de se resserrer. Certains disent qu'en fait on se marie de moins en moins, donc c'est peut-être pour ça qu'on voit que le nombre de divorces est en croissance, mais on voit bien qu'il y a deux tendances chiffré, 200 000 mariages par an célébrés et un peu plus de 60 000. En fait, c'est l'explosion du nombre de mariages, qui est lié aussi au fait qu'on compte mieux, qu'on a calculé mieux, qui a fait qu'on a une explosion du nombre de divorces. On s'est beaucoup marié, pas forcément pour les raisons vraiment qui étaient pas celles que par amour traditionnelles. Non, mais traditionnelles. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, dans la vie quotidienne, on voit que ça marche pas. D'ailleurs, le HCP montre dans cette enquête un chiffre très intéressant qui est celui du risque de divorcialité au bout de 2 ans. Et c'est souvent les femmes qui demandent. Donc, parce qu'en fait, on a une sexualité libre et autorisée par la loi marocaine et aussi par la tradition islamique à partir du moment où on est marié. Donc on fait sa vie, on se marie. On vit sa sexualité pleinement pendant 2 ans, 2 ans et demi. Oui, mais sexualité au sens large, c'est-à-dire au sens marital du terme, c'est-à-dire les partages des tâches domestiques. Bien sûr. Voilà, c'est l'organisation des moments ou d'intimité, de tous les moments d'intimité. C'est intéressant. Et donc, ces choses-là sont nouvelles. C'est-à-dire que les Marocains n'ont pas eu un livret qui leur apprenne comment on va draguer et comment on va vivre en tête à tête, même si on a eu quand même. Comment on va s'adapter au partage des tâches. On a eu quelques séries, voilà, on a des séries, de la musique qui nous parle de ça, mais c'est pas assez par rapport à la transformation rapide et brutale où l'indicateur c'est les années 90, on sent qu'il y a quelque chose et ça va très vite et donc on a beaucoup divorcé et ça va augmenter et maintenant c'est l'inverse, on a atteint le plafond de verre du nombre de mariages et on voit que ça va décroître et d'après en tout cas ce que déclarent les enquêtés, ça va décroître assez rapidement. Assez rapidement et donc on devrait effectivement passer là progressivement en dessous des 200 000 mariages qui sont célébrés chaque année. Je rappelle également que si on se marie moins et qu'on divorce plus, et qu'on n'a pas l'intention de se marier, ça veut dire qu'il y a aussi un autre indicateur, c'est celui et le rapport d'ailleurs à la procréation. Oui. Parce que généralement, effectivement, on se marie par amour. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2025-2026, on se marie plus, pas forcément par amour éternel. Oui. Vu le nombre de divorces, mais en même temps, dans l'expression de ne pas vouloir se marier, et puis quand on prend les indicateurs de fécondité, on voit bien qu'aujourd'hui, la taille de la famille qui se réduit d'année en année. Oui. Donc en fait, est-ce que là, on se retrouve aujourd'hui avec le fait qu'on va avoir un vrai sujet qui se pose aujourd'hui dans les économies et les pays développés, celui de la natalité. On a des populations de plus en plus vieillissantes, de moins en moins d'enfants, de moins en moins de mariages et de plus en plus de divorces. Pour la faire court, oui. Quand on est sociologue, est-ce que tout ça se télescope ou est-ce que ça, on peut en faire aussi une synthèse ? Oui, non, il y a une synthèse, c'est un cheminement assez classique qu'on a vu ailleurs. Ce qui se télescope, c'est qu'on l'anticipe pas assez. Et on en parle, je trouve qu'on n'a pas donné, ça c'est une opinion, c'est pas une analyse, c'est un sentiment que je peux me tromper, qu'on n'a pas donné suffisamment d'importance à ce rapport qui est sorti dans les médias. Enfin, on en a un peu parlé, ça rejoint ce que je disais dans mon analyse, que lorsque j'ai enquêté sur la famille marocaine, qu'on interviewe les gens, l'intimité, c'est très dur de parler de l'intimité. Donc il y a cette pudeur, mais aussi cette chouma de choses dont on ne parle pas. Et donc finalement, ce rapport, on a dit les choses, et donc c'est passé assez vite. Les conséquences sont extrêmement fortes en termes d'organisation sociale. Et donc, bien sûr, il faut les prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe ici, plus la famille se contracte et se privatise, plus l'État doit intervenir. Donc l'État est appelé à commencer déjà à le faire dans les années 80 avec le planning familial, avec le ministère qu'on a cité, qui s'est un peu retransformé, et l'État va devoir intervenir notamment pour le troisième âge. Donc on a une intervention, on a un État fort en fait dans une société qui n'est peut-être pas si forte que ça parce qu'elle n'anticipe pas tout et dans cette privatisation, le paradoxe, c'est qu'elle en appelle à un plus grand interventionnisme de l'État. Et à un moment donné, je ne sais pas si l'État peut intervenir dans tout. Dans toutes les affaires, il était question, il y a 2 ans, je crois, que les Hadoul, qui sont en mouvement de grève là, en ce moment, donc les marieurs, ils ne font pas que ça, ils font aussi les héritages, les actes, doivent, chez les jeunes qui se marient, faire une sorte d'éducation au mariage, etc., à l'intimité. Je ne pense pas que ce soit les mieux à même de le faire, mais le fait qu'on se soit posé la question, ça montre que
que l'autorité étatique, à travers ses représentants, doit intervenir. Non, elle n'est pas dépassée. Elle sait qu'elle doit intervenir, mais elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment parce que la société elle-même ne sait pas. Est-ce que pas de réponse sociale en fait. Est-ce que l'élément ou voire l'instrument de réponse peut être, parce qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, le code de la famille Moudawana, parce qu'effectivement, quand on parle de famille et quand on parle du code de la famille Moudawana, c'est très souvent sur les enjeux d'équité en matière d'héritage, d'abrogation ou pas, selon les écoles de pensée, du mariage des mineurs, de la polygamie. Du test ADN aussi, c'est apparu également pour attester d'une paternité reconnue. Est-ce que là, en fait, quand on parle de la famille, en fait, on n'est pas sur les vrais sujets qui ressortent de cette enquête de la famille menée par le HCP? Non, on est en plein dans le sujet, sauf qu'on ne les connecte pas. La question, par exemple, de l'égalité devant l'héritage, je veux dire, aujourd'hui, on ne peut plus défendre une interprétation du texte sacré qui va vers la partie que gardent les hommes pour s'occuper des femmes. Ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne pas déjà. On le voit d'ailleurs sur les résultats et ça ne fonctionnera pas. Et ça va être de pire en pire. Ça ne fonctionne pas. Donc, évidemment qu'il faut que les femmes puissent hériter à égalité pour pouvoir bénéficier de cette autonomie. Enfin, sinon, qui c'est qui va s'en occuper? C'est l'État. Donc, on va taxer d'une autre façon l'héritage des hommes pour le redonner aux femmes. Enfin, il y a un moment donné, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Pareil sur la question du test ADN, le fait qu'il y a des enfants qui naissent hors mariage, c'est logique, même si on a des moyens contraceptifs. Mais à partir du moment où on se marie très tard, la question de la sexualité entre les jeunes est une réalité, et donc il y arrive que des enfants naissent hors mariage, et de pouvoir entraîner la responsabilité du père, c'est quelque chose d'essentiel. Donc on a des débats qu'on ne veut pas avoir, qu'on dit occidentaux, soi-disant, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec le modèle occidental, ça a à voir avec quand une société se transforme avec le salariat, avec le travail, avec le capitalisme aussi, avec l'école nationale, avec l'intervention de l'État, avec les droits civiques, les droits sociaux, avec le travail des femmes, etc., etc. On a ce genre de famille qui émerge, et quand ce genre de famille émerge, il faut des nouvelles formes de solidarité familiale qui sont beaucoup plus individuelles, et donc il faut les traiter. Dernière petite question, effectivement, Mehdi Alouaf dit le sujet aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de connecter à la fois cette étude menée par le HCP, puis à la fois aussi la Moudawana en termes de code de la famille au sens large du terme. Est-ce que là, du coup, ce code de la famille devrait, enfin, s'il est en attente depuis plusieurs mois, je me souviens de cette lettre royale d'octobre 2022 de mémoire qui avait été adressée au chef de gouvernement. Donc depuis, ça fait son chemin avec le Conseil supérieur des Oulémas, des propositions qui ont été présentées, pas toutes, une mouture qui devait être rédigée par le ministre de la Justice, qui est toujours en attente. Donc on voit bien qu'a priori, tout ça va être reporté après les élections qui sont prévues le 23 septembre prochain. Mais en même temps, est-ce que la Moudawana et ce futur code de la famille devra être une réponse, selon vous, à ces transformations lourdes aujourd'hui qui ressortent dans les résultats de l'étude du HCP? Alors, selon moi, en tant que sociologue, si on prend un mot à la mode, la gouvernance, si on veut une bonne gouvernance, c'est évident, et même on est très en retard, et pas que la Moudawana. Le code civil devra être refondé, il y a déjà du travail, mais même le code pénal, mais surtout le code civil, on est dans des formes institutionnelles au niveau juridique, même lorsqu'il s'agit de référentiels religieux, qui sont en inadéquation avec les pratiques des Marocains. C'est-à-dire les pratiques sociales. Les pratiques sociales. Mais le problème, c'est que ce que déclarent aussi les Marocains, c'est en termes de valeurs, qui ne sont pas connectés avec leurs pratiques, c'est aussi en inadéquation. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est un peu schizophrénique, ça, non? Certains disent bled schizophrène. Bon, c'est un diagnostic quand même, c'est un tableau clinique, donc c'est pas exactement. C'est une société ambivalente qui se transforme plus rapidement qu'elle en a conscience. Et donc c'est ce manque de maturité politique. Et donc les gens n'osent pas en disant il faut pas dire, il faut pas faire, c'est pas ça, c'est pas vrai, il se trompe. Il a étudié en France, il sait rien, ou c'est à cause de Netflix ou à cause de je sais pas quoi. Donc on est toujours dans le rejet et toujours c'est pas le moment. Il y a des choses plus urgentes. Avec des transferts permanents. Et des transferts permanents et une forme de déni. Une forme de déni parce que quelque part, ça a accepté qu'on est devenu on a une nouvelle forme d'islam, de fait. Sauf que c'est très difficile de le dire parce que c'est censé être une religion immuable. Et donc, en fait, nos pratiques ont transformé, d'une certaine manière, la manière d'être musulman aujourd'hui, d'être marocain, de faire société, d'être un homme, d'être une femme. Et il faut le maturer, l'accepter et prendre, en fait, les décisions adéquates. Donc, il faut apprendre à grandir un peu plus.
Oui, pour ça, on a besoin de l'art, de la culture, on a besoin des libertés individuelles, on a besoin aussi des libertés en général, de la créativité. C'est ça ce qui nous permet de prendre conscience de qui nous sommes. Nous consommons, heureusement, beaucoup marocain, mais en termes de culture, lorsqu'il s'agit de liberté, on consomme beaucoup international. On prend beaucoup de séries américaines, ou même de séries indiennes, ou de films indiens. On prend des choses de France, d'Europe, on prend beaucoup de choses dans la musique. Et en fait, nous avons toutes les armes dans la culture marocaine pour dire, et certains le font, je ne dis pas que c'est pas là, pour dire ce que nous sommes et ce que nous aimerions être, mais on préfère aller des fois le chercher ailleurs. C'est encore une forme de déni, de repousser les échéances. Merci infiniment, Mehdi Eloua. Regard sociologique du sociologue que vous êtes à l'Université internationale de Rabat. Mehdi Eloua, merci infiniment à vous et à très très bientôt. À très bientôt, Charles. Merci. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.